Rien n'a changé par rapport aux avertissements des 2 premiers films de ce triptyque. Continuez d'ignorer les défectuosités propres à une production réalisée avec les moyens du bord, un bord qui n'était pas prévu pour ça, mais on s'est permis de faire avec, n'en déplaise aux perfectionnistes. Pour autant, doit-on se taire si on n'a pas les moyens professionnels pour une production ? Et si ce film, aussi bancal, était l'occasion de découvrir une affinité bouleversante ? À vous de voir. Avec la défection de la plupart des enfants du premier film qui se sont lassés de leur activité d'acteurs-répéteurs pour quelques biscuits et qui étaient surchargés de devoirs, il a été fait appel aux avatars. Avatars qui avaient été invités en petit nombre déjà dans le second film. Ces avatars ayant été développés par des sites axés sur le marketing, si leur rythme de diction peut paraître parfois agaçant, je compatis. Ah, petite précision, les 9 premières minutes et demie ne concernent pas trop la fraternité vraie. Elles sont là pour les amateurs de science-fiction. Si vous n'en faites pas partie, armez-vous de patience et bon visionnage. Bonjour, vous avez un nouveau message. Nouveau message reçu à 10h54. Monsieur le journaliste, nous reprenons contact avec vous, car depuis quelques jours, nous sommes à nouveau en relation avec notre vie dans 60 ans. Au cas où vous seriez toujours intéressé par cette expérience. Bonjour. Bonjour. En fait, vous devez avoir une idée de la raison de votre déconnexion, puisque le problème a été résolu entre le moment de la déconnexion et votre reconnexion. Oui, l'intrication temporelle a été perturbée. C'est quoi l'intrication temporelle ? C'est un peu comme l'intrication quantique dans l'espace de 2 particules, mais là c'est l'intrication dans le temps d'une particule avec elle-même. Mais vous n'êtes pas au niveau particules, vous êtes bien au-delà. Oui, mais l'intrication temporelle s'applique dans ce cas aux particules des neurones. Les autres cellules ont des durées de vie trop courtes pour une intrication temporelle à longue période. Donc vous arrivez au niveau macro à relier 2 organes. Oui, et ce qu'on ressent et ce qu'on a mémorisé dans le futur, on le ressent et on peut se promener dans cette mémoire du futur maintenant aussi. Enfin partiellement parce qu'on n'a pas encore tous nos neurones, ce qui sera le cas dans un peu plus d'une dizaine d'années. Donc on a quelques domaines de connexion avec le futur qui ne se font pas, mais on en a suffisamment pour comprendre qu'il faut qu'on se bouge. Mais attendez, vous m'aviez dit que vous et 2 autres camarades, vous aviez accès à d'autres futurs. Parce qu'il y a parfois des diffractions qui font qu'un second univers se crée ou se poursuit une autre action en parallèle. Dans le même espace ? Non, c'est un autre espace, qui contient exactement la même chose que l'espace dont il est issu, mais qui est complètement indépendant à partir de là. Imaginez un enfant qui court sur un chemin, apparaît un obstacle. Juste avant l'obstacle, vous voyez 2 fois le même enfant qui s'écarte l'un de l'autre et avec tout le même paysage autour d'eux, et l'un des enfants saute l'obstacle, pendant que l'autre trébuche, tombe très mal, se fracture la cheville et à partir de là il ne pourra pas se lancer dans la formation qu'il envisageait et il ne rencontrera pas l'homme providentiel avec qui il découvrira un principe fondamental qui empêchera le monde de courir à sa perte. Alors que son double fera la formation envisagée et rencontrera cet homme et le monde évitera une fin cataclysmique. L'importance de cette évolution a provoqué une diffraction au moment où l'enfant allait sauter l'obstacle. Et de tels espaces, il peut se produire des diffractions dans chacun d'eux. Ce serait possible. Et l'intrication temporelle est possible entre toutes les particules issues d'un même espace pendant toute leur durée de vie, c'est-à-dire jusqu'à la durée de vie de la particule la plus vieille de tous les espaces. Et donc à la variante de cette personne, si elle peut accéder à cette intrication par les neurones. Et plus une personne peut, à un moment donné, se rapprocher de la vitesse de la lumière, plus cette durée sera longue. Oui. Passionnant. Et donc vous avez été mis en intrication pour modifier quelque chose qui était en train de mal partir. Exact. Et pourquoi pas des intrications avec les autres espaces? L'opération a été menée, mais d'abord notre futur a dû découvrir la diffraction et l'intrication temporelle. Et avec ce qu'il a appris, il a utilisé l'intrication temporelle pour nous contacter et que soit sauvée cette version-ci du futur. Mais il faut qu'on se bouge, sinon ce futur n'adviendra pas et notre futur ne s'en sortira pas. Et donc ce futur existe et a découvert l'intrication temporelle parce que vous l'avez rendu possible. Parce que nous l'avons rendu possible.
Je ne m'accorderai pas tant d'importance, mais il y a eu une diffraction de notre espace-temps pour permettre ces deux variantes, l'une avec cette évolution vers la fraternité vraie et l'autre sans. Il y a eu probablement une diffraction qui s'est produite entre 1930 et 1935, nos mois futurs n'ont pas pu affiner plus précisément la date. Mais ce n'est pas la notion de fraternité vraie qui est source de cette diffraction, parce que dans les deux on en trouve l'expression. Comment affine-t-il cette date? Eh bien en vérifiant l'environnement de nos mois dans les deux diffractions pour voir à quelle date il y a discordance. Nous n'avons pas affiné quand nous avons découvert que dans l'autre diffraction la fraternité vraie avait été formulée aussi par un groupe de richissimes californiens et texans menés par Georges Lerouge et Miles Rossi qui ont établi une zone expérimentale pour tester ces principes dans une micro-société. Comment ça a évolué? Nous ne savons pas, car il semblerait que dans cette diffraction, nous n'y soyons plus après 2020. Comment ça? Vous y seriez mort? Ça semble être le plus probable, mais nous n'avons pas fait de recherche plus précise. Ce n'est pas très agréable de revivre sa mort, même dans un autre espace. Et ces richissimes californiens et texans, ils existent aussi dans notre espace diffracté? Oui, nous avons fait une recherche rapide par curiosité. Georges Lerouge est un retraité tranquille à Miami et Miles Rossi était lui aussi un retraité paisible à Los Angeles avant de disparaître dans un accident aérien en 2021, mais aucun des deux n'était impliqué dans une quelconque idée de fraternité vraie. Étrange comme ces choses évoluent différemment dans ces espaces diffractés. C'est un peu normal. On n'est pas confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes évolutions. Et qu'est-ce qui déclenche ces diffractions? On ne sait pas. Peut-être des zigotos d'un espace primaire qui se distrait de nos péripéties avec des lunettes de réalité virtuelle et qui déclenchent des duplicata pour que leur création ne disparaisse pas quand ils sentent que ça tourne vinaigre. Et eux, qui est-ce qui les a créés? Ça, je crois qu'on ne le saura encore moins, vu l'étanchéité des espaces, et eux le savent-ils eux-mêmes? Compliqué le truc. Et qu'est-ce qui a perturbé l'intrication après notre première entrevue? Le dispositif qui active cette intrication a eu un problème énergétique et tout s'est coupé. Et c'est quoi ce dispositif? Difficile à expliquer. Il y a des constituants qui n'existent pas encore. Ce serait comme expliquer une communication radio à un homme préhistorique sans avoir de poste radio à décortiquer pour lui. Vous avez eu recours à l'IA pour découvrir ce dispositif? Mon ami Alfred, de dans 40 ans, dit « Quand je verrai un programme générer la séquence de code, pourquoi est-ce que je mets tel nombre dans tel registre ?» C'est-à-dire qu'il a été capable de conceptualiser le « pourquoi », le « qu'est-ce que c'est » et bien sûr tout ce qui va avec dans sa mémoire, alors j'aurais assisté à la naissance de l'IA, et on n'y est pas encore. Non, l'IA ne nous a pas aidés, ça fait encore partie du fruit de l'intuition de l'être humain. Quoi l'importance d'un registre? De quoi parle-t-il ton ami Alfred? Un registre pour un ordinateur, c'est un peu l'étau de l'établi de l'artisan. L'étau permet à l'artisan de percer, de limer, de scier un morceau de métal ou de bois et d'en faire une pièce d'un appareil. Le registre, ça permet de traiter un nombre pour en tirer une information, de la comparer, de la multiplier, de la transférer, de la transmettre, etc. Bon, le numérique, c'est décidément pas ma tasse de thé. Mais vous m'avez esponté avec vos histoires de diffraction et d'intrication temporelle. Oh mais on en a encore en réserve. Non, de nouvelles découvertes? Oui, c'est le transfert structurel. Oh, ne cherchez pas ce que c'est sur Internet. Oui, je me doute avec vos facéties du futur. Mais vous devez m'en dire plus. Bon, mais rapidement. Si vous voulez, je pourrais vous en reparler une autre fois, sinon on va s'égarer et on n'avancera pas sur ce qu'on a à résoudre aujourd'hui. C'est noté, je vous en redemanderai un peu plus tard. Donc ce transfert structurel est basé sur la structure de l'univers qu'on ne sait pas voir, analyser, mesurer aujourd'hui. Mais cette structure permet le transfert d'un point quelconque à un autre point quelconque de l'univers. Et ça se fait à partir d'une cabine téléphonique? Vous aimez la plaisanterie? Non, c'est entre deux sas. Et c'est quoi ces sas? Et bien comme pour l'explication de l'intrication, c'est difficile à expliquer. Mais admettez l'existence de ces sas. Attendez, mais le sas à l'autre bout de l'univers, comment l'avez-vous construit? C'est là le problème. En fait, il faut qu'il y ait une civilisation à cet autre bout qui a construit ces sas. Par contre, depuis notre sas, nous savons où se trouvent d'autres sas dans l'univers. Il y a donc des civilisations ailleurs dans l'univers? Obligatoire. Mais ces sas sont bloqués en émission ou en réception. Cependant, si un sas est bloqué en émission, on peut faire la demande de sa bascule en réception.
Et s'il y a toujours une civilisation à l'autre bout, elle peut visualiser le contenu de ce qui voudrait être transféré. Ça évite de recevoir une bombe thermonucléaire avec un limiteur réglé sur 3 secondes. Et donc si la civilisation en question accepte la réception, la bascule se fait et on déclenche le transfert instantané. Waouh, instantané. Exact. Mais ça doit consommer une quantité d'énergie astronomique, ce truc. Ça je n'en sais rien, car on ne fournit aucune énergie au SAS. Il semblerait que la structure de l'univers s'en passe, peut-être utilise-t-elle toute l'énergie de sa structure gigantesque pour ce transfert, on ne sait pas. Vous avez découvert tout ça aussi? Non, ça c'est venu du futur de notre futur. En fait, ce transfert, on ne l'a pas trop utilisé, mais par le futur de notre futur, on a appris comment il a été utilisé au départ entre la Terre et une structure spatiale qui était entrée en conflit avec l'IA terrestre. Mais je vous en parlerai plus tard. Le transfert, ça marche pour quelle taille d'objet? On peut transférer un porte-avions, ou la tour Eiffel si ça vous chante, mais il faut faire un sas à la bonne taille. Et à l'autre bout, il faut aussi un sas de cette taille au moins. Mais la taille du sas à l'autre bout, on le connaît aussi. Ah bah ça alors. Bon, laissons ce transfert structurel de côté pour le moment. Revenons à nos petits soucis actuels. Une autre petite question. Quand vous avez perdu la connexion avec votre mémoire du futur, après notre entrevue, ces choses importantes autour de la fraternité vraie, elles avaient toujours la même importance dans vos préoccupations? Vous avez raison de poser cette question. Effectivement, on ressentait moins la nécessité urgente d'agir dans le sens de monde futur, comme on le ressent à nouveau en ce moment. Mais on ressentait quand même une importance forte de continuer à agir en ce sens, bien que moins auprès de nous. Il y a une chose dont nous n'avions pas parlé lors de nos dernières entrevues, c'est ce qui concerne la relation intime et donc la sexualité. Effectivement, j'y ai pensé après ce documentaire que nous avions réalisé. Ce qui me troublait, c'était comment des enfants géraient le souvenir futur, d'avoir vécu ce qu'on ne connaît qu'à l'âge adulte, ou au moins adolescent. Votre mémoire de dans 60 ans ne vous perturbe pas, parce que théoriquement, vous ne devriez pas trop savoir en quoi ça consiste, la sexualité. Eh bien, c'est simple, en ce moment, d'abord comme on vous l'a dit on n'a pas tous nos neurones, donc pas toutes nos connexions neuronales avec le futur et ensuite on n'a pas de sécrétion hormonale d'adulte, donc pas de libido surabondante qui vient nous perturber. Je vois que vous avez des connaissances physiologiques au top. Aussi on vit tranquillement notre vie d'enfant tout en ressentant que notre mémoire du futur est satisfaite de ce qu'elle a vécu, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, et on ne cherche pas à se replonger dans cette mémoire parce qu'on a beaucoup trop de choses plus importantes et passionnantes à nos yeux à penser en ce moment. Et aussi à l'instant, vous indiquiez l'insatisfaction de beaucoup de gens sur le plan des relations intimes, qu'ils pouvaient avoir ou pas. Comment savez-vous tout ça? Parce que notre futur a scruté la passé de nos contemporains. Ah oui, j'oublie ce détail du retour d'information du futur. Mais si vous généralisez cette insatisfaction actuelle, serait-ce à dire que dans votre monde futur, ce malaise n'existe plus? Effectivement, et c'est la chose sur laquelle nous aimerions intervenir aujourd'hui auprès de vous. N'étant pas un fan encore moins un connaisseur de Freud, je suis pourtant d'accord avec lui quand il dit en gros que le sexe est central dans l'équilibre psychologique des individus. Et malgré tout le savoir, tous les moyens de diffusion du savoir, on peut constater qu'il n'y a pas du tout l'objet d'un début d'explication claire dans toute la circulation d'informations dans laquelle on baigne en permanence. Parce que si la fraternité vraie permet de vivre sans ce fléau à la vie sociale qu'est l'argent, il existe un autre écueil à la vie sociale si elle est instrumentalisée, c'est la sexualité. Et laisser les gens dans l'ignorance, c'est le meilleur moyen de les instrumentaliser et les mener à hu et à dia. Il me semble voir de quoi vous voulez parler. Mais pourriez-vous en donner quelques exemples précis? Eh bien, si je pars du principe de liberté, il est inutile de parler du respect d'une personne et de tout un cortège de sentiments du même genre, car si on prend garde de ne pas empiéter sur la liberté de cette personne, je ne peux vouloir d'elle ce qu'elle ne veut pas m'accorder. D'aucuns diront que je la respecte, mais non, j'ai surtout pris garde de ne pas empiéter sur sa liberté contre son gré. Ce qui ne nous empêche pas de discuter quand nos deux libertés s'opposent, voire quand la liberté de quelqu'un s'oppose à la liberté d'une majorité. Le but étant d'aboutir à un accord ou au moins à une non-opposition de cette personne. Sinon il y a échec et il me faut abandonner mon projet. Par contre, si aujourd'hui, dans notre monde de l'argent, j'ai la possibilité de mettre une personne dans une situation où elle ne peut pas subvenir à ses besoins, je la laisse soit mourir de faim, soit vendre ce qui lui reste, son corps. Et ainsi, j'instrumentalise cette sexualité
sexualité au service des autres personnes, auxquelles j'aurais pris soin de ne laisser que les moyens de subvenir à leurs besoins vitaux, essentiels, et les moyens d'acheter les services de la personne précédente. Ainsi la boucle est bouclée, pour moi, proxénète ou manipulateur de la société. Pourquoi manipulateur de la société? Parce que pendant qu'une partie de la société s'occupe au doux commerce du sexe, voire en sont obnubilés, je suis libérée de leurs interventions dans mon champ d'action sur la société. Une autre façon d'instrumentaliser la sexualité, c'est de convaincre les personnes de s'écarter impérativement de toute pratique concernant la sexualité, hormis peut-être pour le renouvellement de la population, c'est-à-dire une fois tous les 2 ou 3 ans. Or la sexualité étant une chose naturelle, ça va les perturber suffisamment pour qu'ils me laissent faire mes petites affaires, puisqu'aux yeux de tous ils devront paraître asexués, ce qui va bien les occuper à se contorsionner. Et justement, le problème, ce sont les vrais asexués, pour lesquels on ne pourra pas instrumentaliser la sexualité, puisque par définition, ils ne sont pas concernés. Pour ces derniers, il faudra que je trouve d'autres sources d'instrumentalisation pour les détourner de mon champ d'action. Nous vous donnons un exemple d'instrumentalisation dans la société actuelle. Dans la société future, je ne peux pas vous donner d'exemple, car justement la sexualité est traitée d'une façon où elle ne peut pas être instrumentalisée. Enfin, si on respecte bien les principes de la fraternité vraie. Mais ces principes sont valables pour la viabilité de tous les aspects de cette société future que nous avons listés lors de notre dernière entrevue, l'absence d'argent, l'absence de hiérarchie ainsi que la réalisation des choix politiques directement par tous les citoyens. Bien, alors parlons-en de cette façon dont est traitée la sexualité. Nous sommes consternés par le niveau de connaissance de certaines personnes d'aujourd'hui sur ce sujet qui intéresse une part de leur vie attribuée à la sexualité qui peut être très importante, ou beaucoup moins, voire inexistante. Tout d'abord, si sensualité et sexualité sont en principe tous deux synonymes de plaisir, il faut distinguer la sensualité de l'acte sexuel. Vous êtes d'accord? Oui, ça me paraît évident. Chaque chose rangée à sa place et tout sera bien rangé dans nos cerveaux. Voyons voir, pour vous, qu'est-ce que c'est que la sensualité? La sensualité, comme son nom l'indique, concerne les sens. Une personne, même enfant, peut concevoir ce qu'est la sensualité. C'est le bébé que la mère caresse. L'enfant dont elle passe la main dans les cheveux, etc. Ça c'est pour le sens du toucher, mais il y a aussi le sens de l'ouïe. Quand la mère parle tendrement à son bébé, quand les parents chantent une comptine à leur enfant. C'est l'odorat quand la grand-mère se met un parfum agréable avec son petit enfant. C'est le goût quand l'enfant savoure un bonbon délicieux. C'est la vue quand l'enfant après une journée de jeu aperçoit une tablée où s'entasse boisson et viennoiserie devant son petit fauteuil. Tous ces moments agréables sont les marques de pierre blanche dans la vie d'un enfant qui montrent qu'il y a des moments de réconfort et de satisfaction après des moments d'effort, de peine, d'ennui ou de difficulté. Malheureusement, tous les enfants n'en bénéficient pas et pour eux la sensualité est difficile à comprendre. Quand ils ne sont confrontés qu'aux coups, aux cris, à l'odeur de moisie ou de puanteur de leur environnement, à la nourriture insuffisante et peu appétissante et à un logement inadapté, crasseux, alors il leur faudrait beaucoup d'imagination pour concevoir la sensualité agréable. Comme tu dis, malheureusement. Il y a aussi les enfants qui, du fait d'un problème physiologique, ne sont pas en mesure de connaître tous les sens et leur côté agréable. Un enfant aveugle, un enfant sourd, un enfant qui a des difficultés à s'exprimer ou simplement à comprendre, cet enfant aura plus de difficultés à pallier le sens de ce sens et il donnera plus d'importance à d'autres. Encore faut-il que ceci fasse l'objet de moments agréables. Il faut également considérer ce qui rend difficile certaines expressions de la sensualité. Par exemple, la personne qui, à cause d'un problème physiologique, ne supportera pas le contact sur sa peau. Donc la sensualité n'est pas la sexualité, mais elle installe la confiance et le bien-être dans la relation intime. Ce qu'aujourd'hui beaucoup de gens ignorent involontairement dans leur précipitation d'aboutir à leur fin avant tout. Ou volontairement pour d'autres, en ignorant toute attention à porter hors de leur satisfaction propre. Voire, pour d'autres encore, en exerçant étrangement, avec satisfaction, une dose de mépris ou de sadisme. Oui, nous savons que la condition idéale de la sexualité étant la simultanéité en tout
pour les participants, ce qui n'est pas toujours facile à réaliser, mais qu'en faisant un détour par la sensualité, ça éveille la libido, chose qui répand une agréable disposition. Sinon, cet acte, imposé à contretemps, peut provoquer de la douleur physiologique, tout comme un athlète qui ne s'échaufferait pas et qui se mettrait à tenter une performance qui provoquerait des douleurs musculaires, des problèmes tendineux, etc. Par contre, pour le cas où les partenaires se rencontrent à l'apogée d'un désir commun, le stade de la sensualité est superflu. Nous n'aborderons pas ici la description de l'acte sexuel, mais selon le principe de réalité, nous le citerons comme ce qu'il est, c'est-à-dire un élément, ou pas, de la vie intime. Bon début. L'acte est assez simple en lui-même. Acte simple mais qui peut être exalté par les positions, les moments, les lieux, bref, c'est affaire de convenance personnelle. Mais la sexualité peut être très loin des pensées du moment d'une personne. Il y en a même qui n'y pensent jamais. Aussi, aujourd'hui, il vaut mieux éviter de parler de sexualité à une personne de but en blanc. Mieux vaut amener prudemment le sujet dans la conversation, ce qui permet de s'assurer que cette personne y serait favorable, ou pas. Dans le futur, ce n'est plus un problème car l'annuaire des personnes nous évite de faire des impairs ou d'importuner quelqu'un. Avec cet annuaire, on sait à qui on a affaire et ce dont on peut parler. Il faut comprendre que la sexualité peut être quelque chose de complètement étranger à une personne, tout comme on comprend l'incapacité d'entendre pour un sourd. En même temps, cette personne peut être accessible à la sensualité, ou pas. Il faut donc respecter cette personne et ne surtout pas lui imposer quoi que ce soit qu'elle n'apprécierait pas et surtout, le vouloir contre sa volonté. Mais là on rejoint le BA de la fraternité vraie, dont le premier principe interdit d'empiéter sur la liberté de son frère et de sa sœur contre sa volonté. Tu as raison, il faut être toujours attentif à l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est ainsi, parce qu'on pense ainsi, que tel est l'autre. Ensuite, viennent se greffer des phénomènes étranges, dans le sens où même la science n'a pas d'explication. C'est la manifestation, soit de répulsion envers la personne du sexe opposé et l'attirance pour la personne du même genre, soit de l'attirance indifférenciée pour les personnes des deux genres, ou soit encore de l'attirance pour aucune personne. Avant que les neurologues, les psychiatres, les psychanalystes, les sociologues, etc., nous donnent l'explication de ce phénomène, on se contente de le prendre en compte et de faire avec, c'est-à-dire de ne pas les personnes qui ne correspondent pas à notre attirance tout en respectant leurs différences et tout va bien. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est le sadisme de certaines personnes qui utilisent la sexualité comme une punition ou une satisfaction de leur autorité, donc de façon très violente ou très autoritaire, où toute marque d'attention est absente. Le pire, c'est qu'il y a des personnes suffisamment masochistes de par leur éducation, peut-être de leur incompréhension de la notion de plaisir, qui acceptent, voire demandent de tels comportements. Enfin, sans doute jusqu'à un certain niveau de violence, car au-delà, on entre dans le champ de la torture. En tout cas, ce genre de comportement ne correspond pas du tout au principe de liberté de la fraternité vraie, principe qui avant tout consiste à ne pas empiéter sur la liberté d'autrui. Donc sa liberté de ne pas subir quoi que ce soit de dégradant, de contraignant ou de douloureux à ses yeux. Fort de ces remarques préalables, nous allons pouvoir entamer le second point, la relation intime. Et en conclusion de cette première partie, je dirais que ce qui pose problème, ce n'est pas la sensualité ou la sexualité en tant que telle. Mais ce qui pose problème, aujourd'hui, pour un être humain qui souhaite partager avec un autre être humain ce qui sera la part intime de leur vie, c'est la difficulté d'une rencontre harmonieuse dans ce but. C'est-à-dire une rencontre qui aboutira dans le partage des moments de vie où une personne va trouver une oreille bienveillante pour écouter ses interrogations les plus intimes, et réciproquement, ou bien va trouver le contact d'un corps bienveillant avec lequel elle sera en harmonie ou bien les deux. En référence au 8e principe de la fraternité vraie, aujourd'hui, il faut aussi avoir présent à l'esprit l'influence de l'argent dans cette rencontre. Influence immédiate dans la recherche de sécurité alimentaire de cette vie intime et à quel niveau. Et influence future si cette sécurité alimentaire est mise à mal ou ne permet plus le niveau de consommation qui aurait été validé initialement pour le bien-être matériel de cette vie intime. C'est vrai,
Mais que peut faire un être humain aujourd'hui pour réaliser cette rencontre? Il peut chercher parmi les gens autour de lui, les voisins, les collègues. Il peut chercher en dehors de ses lieux habituels de vie, les bars, les discothèques, les squares, les lieux de vacances, les voisins de train, de bus ou d'avion et maintenant les rencontres sur Internet. Mais cet être humain ne sait pas à qui il a affaire. Il doit donc avoir du temps pour observer, discuter, échanger avec cet autre être humain. Car cet autre être humain n'est peut-être pas, lui, dans la même recherche ou pas dans l'instant. Cet autre être humain peut être tracassé, préoccupé par un autre problème ou simplement il cherche à se distraire. Un danger de la fraternité vraie, tel que vous me l'avez défini, serait d'accepter une demande de relation intime sans en ressentir la nécessité. Car on peut penser que dans une telle société, chacun aurait un esprit ouvert, chacun serait instruit, chacun serait agréable à vivre. Donc la première personne venue conviendrait à établir une relation intime. Or, si l'amitié peut très bien se concevoir sur une telle rencontre, il se trouve que la sexualité se trouve éveillée par des caractéristiques qui ne dépendent pas uniquement de l'éducation, du savoir-vivre de la personne, mais parfois de caractéristiques physiques de la personne, parfois de la façon de s'exprimer de la personne, parfois de la constance de la personne, etc. Donc, pour une personne donnée, une personne rencontrée aura des détails qui seront importants pour elle et d'autres détails qui seront sans effet. De plus, avant ses premières expériences, la personne ne le sait sans doute pas. Avoir accès à tous les cas de figure avant ses premières expériences permettrait d'être fixé sur ce qui nous attire et peut-être pour certains d'éviter de se perdre dans des voies bizarres. Pour cela, il n'est pas nécessaire de milliers d'heures de vidéos, de pratiques de toutes sortes. Mais avec quelques séquences caractéristiques, quelques dialogues, quelques explications, on comprendrait vite et on saurait vite ce qu'on cherche. De la même façon qu'en nous faisant goûter une bouchée d'une grande variété d'aliments, différemment cuisinés ou préparés, on sait vite ce qui nous plaît. Or, en faisant la comparaison avec la cuisine, on se rend bien compte qu'avec le temps, le goût peut s'affiner et nous faire apprécier ce que précédemment on avait plutôt tendance à repousser et inversement. C'est donc une évolution qu'il faut prendre en compte aussi pour la sexualité. À ces prises de contact s'ajoutent les problèmes de timidité, d'incompréhension, de mésentente, de comportement social, etc. Chacun est livré à lui-même aujourd'hui pour affronter cette expérience énigmatique. Enfin, il y a la finalité de cette intimité qui risque de ne pas être partagée, mais ça on ne le sait pas au départ. Si une personne tient à parler absolument de ses problèmes, par exemple, professionnels ou politiques, etc. dans son intimité mais que ça, la personne rencontrée, alors la rencontre fera chou blanc. Et dans l'ambiance actuelle de concurrence, d'assistance, de marchandisation de l'aide, de chacun pour soi, de machisme, de féminisme, il n'y a pas grand-chose à espérer de la société pour que ce problème soit résolu. Examinons donc la relation intime dans le monde futur. Je voudrais apporter une dernière précision avant de commencer. Il faut toujours avoir présent à l'esprit que ce que nous allons dire le sera dans un environnement où chacun, et chacune, applique strictement la fraternité vraie. Je dis ça parce que vous aurez probablement tendance à rapporter nos propos dans le monde actuel, ce qui les discréditerait instantanément. Mais dans ce cas, je ne me gênerai pas de vous le rappeler et de remettre les pendules à l'heure. La relation intime, c'est, avec le repos, la partie privée de l'individu. Et c'est la partie de sa vie en dehors de ses activités dans la collectivité. L'une de ses activités dans la collectivité, c'est son activité dans les fonctions sociétales, là où il intervient pour participer aux besoins de la société. Une autre activité dans la collectivité, c'est son activité artistique dont il offre le fruit à la collectivité, activité qui englobe ce que l'individu veut faire ou créer de son mieux, à son initiative. On a bien sûr, de façon mélangée, dans la partie privée et la partie collective, les moments pour se substanter et la relation de voisinage. Je vais lister toutes les formes de relations intimes, non pas pour mettre en valeur l'une ou l'autre, mais pour afficher toutes les possibilités et constater qu'elles ne mettent pas en péril l'harmonie de la société, contrairement à ce que pense une grande majorité aujourd'hui. Il faut dire que dans la société actuelle qui ne fait que prolonger un agissement social historique, la personne est souvent influencée durablement, dès sa plus tendre enfance, par son environnement,
par exemple sa famille ou un clan. Environnement qui lui a inculqué une idéologie, une religion, un mythe ou encore une obsession dont elle aura beaucoup de mal à s'extraire pour avoir une analyse personnelle et pertinente. Soit peut-être parce qu'elle est à des années-lumière d'un début de remise en question de ce qu'on lui a inculqué, soit parce que si cette remise en question aboutit à l'abandon de cette inculcation, ça pourrait signer une séparation avec les personnes de cet environnement, si ces personnes ne supportent pas une telle remise en question, bien que la personne, elle, ne souhaite pas cette séparation avec son environnement, et qu'elle voudrait continuer à vivre avec cet environnement, sans même lui demander d'abandonner ses convictions. C'est pour éviter ce risque de séparation que nombre de personnes n'envisagent même pas une remise en question de ce qui leur a été inculqué, et ainsi elles perpétuent involontairement les fractures de la société, croyant poursuivre un idéal. Tout d'abord, il faut bien prendre en compte l'évolution sociale. Bien. Alors, dans la société actuelle, le couple est le lien entre deux personnes, soit au sein de diverses intimités, soit pour un simple affichage social pour être dans la norme. Les intimités possibles sont l'intimité sexuelle, l'intimité sensuelle, l'intimité de dialogue, l'intimité d'éducation d'enfants et l'intimité de gestion de biens. C'est la forme officiellement admise aujourd'hui dans le mariage, le concubinage, le pax ou officieusement dans l'union libre. Puis il peut y avoir des relations en dehors du couple, au moins ponctuelles, restent cachées souvent pour éviter les crises de nerfs, tous les problèmes financiers qu'elles provoqueraient. Dans le monde futur, il n'y a plus ni officiel ni officieux, donc plus d'existence des termes mariage, concubinage, pacte, union libre. Ce qui n'empêche pas la vie à deux de la même façon qu'aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent, même en l'absence d'un contrat quelconque. Puisque comme nous l'avons vu dans la définition de la fraternité vraie, il n'y a plus de droit national ou d'administration, donc de pièces de contrat, d'écrits officiels et autres engagements écrits, dont la finalité est purement judiciaire. Car, même aujourd'hui, il ne vient à l'idée de personne de demander à deux personnes qui portent une alliance ou qui vivent ensemble de présenter leur livret de famille et contrat de mariage. Pour aborder la relation intime, il faut quand même signaler que ce qui fait l'entente intime entre deux, ou plusieurs, personnes, c'est la complicité, l'entente harmonieuse, l'affection, etc. et voire l'accommodement. Pourquoi l'accommodement ? Parce qu'on peut accepter de partager la vie d'une personne avec qui on n'est pas d'accord, ou en total désintérêt dans certains domaines. Si on peut vivre ensemble sans aborder ces domaines qui posent problème, alors on s'en accommode et on vit une intimité réduite à ce qui ne fait pas partie de ces domaines. À la limite, ce ne sera plus qu'une intimité sexuelle ou une intimité amicale réduite à quelques domaines. Une relation intime peut même être basée sur une complicité théâtrale romantique, de jeu de rôle, voire sadomasochiste. Mais pour ce dernier cas, dans certaines limites, au-delà de la comédie, on entre dans le domaine de la torture. Et là, il y a peut-être un problème psychologique à résoudre. La folie n'est malheureusement pas absente du monde futur. Et il faut donc venir en aide à ceux qui en sont atteints. De même qu'il ne faut pas faire sentir à une personne asexuée qu'elle a une quelconque obligation de s'intéresser à ce domaine qui n'a aucun sens pour elle, et où elle peut élucubrer des trucs bizarres, sans rapport avec une sexualité accomplie, mais qui, aujourd'hui, interpelle les gens toujours inquiets de passer à côté d'une nouveauté, même si elle n'a aucun intérêt pour eux. Pour rétablir une relation intime, les personnes doivent savoir si elles s'engagent ponctuellement ou si elles s'engagent dans la durée. La différence entre les deux types de relations, c'est que la relation ponctuelle ne requiert que l'entente momentanée et simultanée, et l'ignorance totale au-delà. Mais surtout, chacun sait dès le départ si la relation est ponctuelle ou pas. Commençons par la relation intime de qui n'en a pas. C'est original, mais ça peut se concevoir. C'est vrai que quand on parle de quelque chose, il y a le domaine avec cette chose et il y a le domaine sans. Commençons donc par le sans. En fait, si on considère les célibataires, soit d'une part qui n'ont pas de besoins sexuels, qui ont une absence de sensualité et qui n'ont pas le besoin de parler de choses personnelles et intimes, soit d'autre part qui n'ont pas trouvé de personne correspondant psychologiquement et physiquement
à leur attente. On a là la description de la population pure et dure du célibataire qui vit seul, sans aucune relation intime. Cependant, aujourd'hui, une personne célibataire sans aucune relation intime, hormis si elle est asexuelle, peut être confrontée, indépendamment de sa volonté, à des pulsions qui se traduisent en pics de pression mentale qui se font très forts au point de perturber son quotidien en revenant sans cesse en tête. Elle a comme solution soit de s'investir dans une activité suffisamment prenante pour la dissiper, soit, excusez la définition explicite au risque de choquer, au vu de ce que vous m'avez dit, soit vos neurones concernés ne sont pas, et donc ils ne sont pas connectés au futur, et votre incompréhension de cette définition ne vous choquera pas, soit ils le sont, et ils sont donc connectés au futur. Et là, vous savez déjà ce que ça signifie, et vous ne devriez pas être choqué. Bref, cette personne pourra soulager sa pression mentale en se débrouillant pour atteindre la jouissance génétique tout seul, ou toute seule, ou avec l'aide ponctuelle d'une personne qui voudra bien s'en accommoder, par pure philanthropie, encore faut-il en trouver, ou bien dans un but financier. Il est évident que le célibat ne plaide pas pour une sexualité épanouie. Enfin, tout cela n'a de sens que s'il ne s'agit pas d'un célibataire asexuel. Bien sûr, ce qui est une qualité comme une autre, ni plus ni moins. Dans le monde futur, les personnes célibataires isolées ont à leur disposition, comme tous, un annuaire des personnes et ont donc tout loisir d'établir des liens avec les profils qui leur correspondent soit pour des relations d'amitié, soit pour des relations intimes et ainsi sortir du célibat ou en adoucir l'isolement. La fraternité vraie, qui gouverne ce monde futur, rend très aisé l'établissement de relations et fait que l'usage inconvenant de l'annuaire des personnes Harcèlement, moquerie, chantage, etc. n'est tout simplement pas existant. Voyons à présent les différentes populations ayant des relations intimes. D'accord. Un couple peut être constitué, comme actuellement, sur une base exclusive, c'est-à-dire que la relation intime de ce couple est exclusive de toute autre personne. La vie intime de ces couples est assez simple. Soit il y a un lien constant au sein de cette intimité, soit il y a l'évolution de l'un des conjoints ou des deux dans une voie différente, et la vie intime de couple n'a plus de sens, sauf à ce qu'il reste une petite part de lien d'amitié qui maintient la crédibilité de cette intimité. Oui, mais c'est plus compliqué. Aujourd'hui, avec le temps, on peut effectivement survenir l'usure de la relation. La relation d'intimité est aussi une reconnaissance de l'autre comme un moi-même, dont je prends soin. Mais à partir du moment où on ne se reconnaît plus dans cet autre moi, parce que les sujets de divergence se font plus incompréhensibles, le regard change, l'agacement peut s'exprimer plus fort et plus souvent. Il y a usure aussi de la relation, il y a évolution physiologique ou physique ou psychologique qui accentue la difficulté d'entente harmonieuse du couple. Évolution à laquelle on ne s'est pas préparé en ignorant ces problèmes propres à la vieillesse, qui pourtant sont autour de nous, pour qui veut se donner la peine de les voir et s'y préparer. Il y a d'une part ceux qui veulent abandonner le navire, pour ne pas faire subir leur déchéance à leurs proches, mais que des religieux veulent les en empêcher pour que tous profitent bien de ces ultimes épreuves que leur Dieu voudrait nous affliger. Il y a aussi des médecins, sherpas de la vie, qui ne supportent pas qu'on se passe de leur service et qui s'y opposent. Et puis il y a d'autre part ceux qui, surpris par cette évolution de leur vieillesse, ne sachant que faire, se laissent glisser dans ce naufrage et qui sont assistés par leur conjoint quand il est encore là, conjoint qui prend soin d'eux comme de lui-même pour ceux qui tiennent leur engagement jusqu'à la limite de la vie intime. Les autres se sont éclipsés furtivement depuis longtemps. En tout cas, dans ce monde futur, la séparation d'un couple n'est pas source d'inquiétude financière, ni de lutte pour la propriété d'un bien commun, car la propriété privée n'existe pas, et que la société assure le logement, la nourriture, les déplacements, la formation, les soins à tous, quelle que soit leur situation familiale.
Si un enfant est impliqué dans la séparation, la fraternité vraie assure la suite de sa vie avec le plus d'attention possible de la part de ses parents, du voisinage et de son entourage. La séparation des parents ne faisant que confirmer une impossibilité de continuité de la vie intime des parents en toute harmonie. Mais dans le futur, le couple peut aussi se constituer sur une base non exclusive, c'est-à-dire quand la relation d'intimité, bien que principale, entre les deux personnes du couple, peut s'étendre à une ou à d'autres personnes. Et dans ce cas, l'intimité du couple intègre la relation intime de groupe développée à présent. Relation intime de groupe, intéressant. Voyons voir comment vous avez géré ça. Mais vous, et tous ceux de votre génération, vous êtes aussi impliqués dans le processus? Bon, alors voyons voir comment on a géré ça. Dans le monde futur, on a la relation intime de groupe selon deux modalités. Première modalité, la relation intime de groupe se constitue autour d'un couple ou d'une personne célibataire. Seconde modalité, on a aussi deux formes de groupe possibles, avec une première forme où la relation intime de groupe se constitue autour d'une personne célibataire qui devient une sorte d'idole du groupe et pour laquelle les membres du groupe ont de l'admiration. Et dans ce cas, la relation d'intimité se fait principalement entre cette idole et chacun des membres. Ça doit intéresser les jeunes garçons adolescents, ce genre de possibilité de fréquenter des idoles, une icône de leur album intime. Mais les rapports adulte-ado, c'est permis? Oui, à partir du moment où l'ado est jugé suffisamment mature, que c'est lui qui est en demande, et que cette demande n'est pas suggérée par une proposition dont il ne maîtrise pas la signification, qu'il est conscient de ce qu'implique ce qu'il veut, qu'il a des pôles d'intérêt par ailleurs pour lui éviter de s'enfermer dans cet unique objet d'attention qui deviendrait comme une drogue. Les personnes qui acceptent de mener de tels groupes, en principe, ont déjà un gros appétit qui leur permet d'assurer leur rôle. Et par la même occasion, elles rendent service en offrant des moments d'intimité aux personnes qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, par manque d'offres ou par manque de demandes intéressées. Et une seconde forme de groupe où les personnes célibataires ou couples s'assemblent sur une motivation quelconque. Et dans ce cas, la relation d'intimité se fait indifféremment entre tous les membres du groupe à leur convenance. Et ça tient la route longtemps, ce genre d'assemblage? Tout dépend de l'objet de la motivation. Ça permet à certains de ne pas se sentir enfermés dans une relation limitée. Certains participent ont un temps, le temps de s'apercevoir de leur méprise sur cet objet de motivation. D'autres y trouvent leur compte dans la variété offerte. Ces groupes sont assez nombreux, mais pas excessivement. C'est une possibilité. Une personne peut appartenir à plusieurs groupes selon la convention d'exclusivité ou pas des groupes. De même que pour un couple, un groupe envisage la possibilité d'avoir des enfants ou pas. Les enfants sont éduqués selon les principes de la fraternité vraie, et comme pour les enfants de couple, ils ne sont pas confrontés aux problèmes et aux attraits du monde des adultes. Un couple peut adopter une forme limitée de groupe en incluant uniquement une personne ou deux ou un couple. C'est une façon de rester très fusionnel tout en mettant le doigt dans l'engrenage de la relation intime de groupe. L'introduction d'une personne dans la relation intime du couple associe le risque de mésentente au sein du couple. Pour l'éviter, une inclusion se fait en plusieurs étapes. Présentation de la personnalité de chacun et chacune. Définition de la relation intime. À chacune de ces étapes,
Le petit groupe peut annuler cette évolution à la décision de l'une ou l'un. Mais il y a aussi le risque que le refus d'un conjoint aboutisse à la séparation du couple initial. Si le lien en train de se tisser avec la personne rencontrée devient divergent et plus fort qu'avec le conjoint. C'est pourquoi le couple aura notamment défini la façon dont se dérouleront les relations intimes des uns et des autres. Cette démarche est commune, quelle que soit l'hétérosexualité ou l'homosexualité, du couple ou de la personne intégrée. Si le ressenti d'un conjoint est une situation déséquilibrée, En tant qu'il lui est consacré. alors il peut y avoir dégradation de la relation. Si l'événement est ponctuel, il peut y avoir discussion pour améliorer la relation du groupe. Si le phénomène est continu et se confirme, alors le danger est grand de voir la relation aboutir à une séparation. La recherche d'intimité finit par poser des problèmes quand le groupe est conséquent. Un groupe avec des milliers de participants comme les followers sur les réseaux sociaux n'est tout simplement pas envisageable. Les journées ne faisant que 24 heures et les personnes ayant besoin d'un repos minimum, tout ça fonctionne aussi du temps que chacun veut qu'on lui consacre. Je comprends ce que tu viens de dire, mais faisons un peu d'arithmétique pour constater ce que ça représente concrètement. Prenons le cas d'une personne idolâtrée qui accepte une relation d'intimité tous les quarts d'heure. Elle n'aura pas le temps de s'ennuyer et elle aura le moral et la santé. Si elle prend 8 heures pour se reposer et 2 heures pour ses collations, il lui reste 14 heures d'activité. Si ses admirateurs, comme ton ami Alfred, veulent une intimité quotidienne, le groupe peut avoir 56 participants. Par contre, si ses admirateurs se contentent d'une intimité hebdomadaire, alors le groupe peut avoir 342 participants. Et si ces participants se contentent d'une relation intime mensuelle, alors c'est plus de 1300 participants que peut avoir ce groupe. Mais pour ce dernier cas, un quart d'heure d'intimité, c'est peu, et même s'il est possible de connaître 1000 personnes, il faudra des années avant de bien se connaître à raison d'un quart d'heure par mois. Si les participants ou la personne idolâtrée n'estiment admissible qu'un minimum de 2 ou 3 heures d'intimité, alors le groupe sera réduit en proportion. C'est-à-dire, pour des moments à périodicité mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne, le groupe se réduit à 120, 28 ou 4 participants. Et si la personne idolâtrée, par contre, ne supporte pas plus d'une relation d'intimité par jour, le nombre de participants sera encore plus réduit. Et dans ce dernier cas, selon la périodicité de ces moments, mois ou semaines, le groupe ne pourra pas faire plus de 30 ou 7 participants. Le cas d'un participant chaque jour nous ramène au cas du couple. Ce petit calcul est valable pour un groupe exclusif, c'est-à-dire où les participants ne fréquentent pas d'autres groupes. Mais il n'est plus valable pour des groupes inclusifs, c'est-à-dire où des participants participent à plusieurs groupes. Car dans ces cas, il faudrait les capacités d'un ordinateur quantique pour gérer la synchronisation des moments d'intimité sans consommer trop d'énergie électrique. Et je ne parle pas des cas où la personne idolâtrée sera à l'autre bout de la France en ce qui concerne la consommation d'énergie, ce qui serait extraordinairement plus conséquent pour les groupes inclusifs avec des personnes idolâtrées aux 4 coins de la France. La recherche d'un moment d'intimité va ressembler à un jeu de chaises musicales, sauf à ce qu'il y ait, à un moment donné, un nombre de participants correspondant à leur recherche d'association, couple ou petit groupe. Ça peut paraître étrange de parler d'intimité pour un groupe, mais si on considère son agrégation au fur et à mesure du temps, on a au départ quelques personnes, 2 puis 3, qui se trouvent sympathiques au point qu'elles peuvent envisager d'avoir une vie intime avec l'une ou l'autre indifféremment. Et puis une autre personne se joint au groupe en sachant que c'est aussi un groupe d'intimité. C'est inscrit sur l'annuaire des personnes. Et comme on lui fait comprendre au bout d'un moment qu'elle est très sympathique, et comme elle aussi trouve tout le monde très sympathique, elle intègre l'intimité du groupe.
Et ainsi de suite, le groupe prend de l'ampleur, ou pas, au fil du temps. Hormis la question d'intimité, la vie d'un groupe, c'est aussi le développement de la connaissance entre les uns et les autres. Sinon, ce ne serait qu'un lieu de consommation sans autre but qu'assurer un cadre agréable le temps de cette consommation comme un restaurant ou une salle de cinéma. C'est aussi la continuité de la réflexion citoyenne ou artistique au sein du groupe, autant qu'à l'extérieur du groupe. Donc, un groupe, ce n'est pas un gigantesque lupanar et rien d'autre. C'est un lieu de vie communautaire de citoyens, où ils peuvent aussi bénéficier de moments d'intimité. C'est un lieu qui n'est pas exempt de confrontation sur quelque sujet que ce soit. Mais l'esprit de fraternité vrai y permet un dialogue sincère de toutes les expressions en même temps qu'un respect de toutes les personnes, sans oublier une ouverture au monde. Un groupe étant une auberge espagnole, chacun, chacune, n'est tenu qu'à ce qu'il ou elle ressent de son intégration au groupe. Peu impliqué ou peu ressenti comme attendu, il peut s'en écarter à tout moment, sans autre forme de procès. La société offrant par ailleurs à chacun une grande facilité de réorienter géographiquement son activité sociétale, d'aller reprendre des études. Pour ces raisons, l'individu d'un groupe peut également s'en écarter normalement et chercher ailleurs un autre groupe ou une âme sœur, pour ne pas conserver des liens avec ce groupe initial qui engendrerait des coûts énergétiques très importants en déplacement, comme vous le faisiez remarquer dans votre petit calcul actif. Si un groupe éclate petit à petit, soit c'est une conséquence de son vieillissement, soit c'est qu'il n'avait aucune justification, aucune utilité pour chacun de ses membres, en dehors de faire un essai des moments d'intimité proposés. Mais surtout que ces moments d'intimité ne convenaient pas, et chacun ne faisait qu'y perdre son temps au lieu de chercher une meilleure solution. Par contre, si un groupe s'est constitué d'une grande homogénéité, une grande qualité de vie commune, mais que le nombre de moments d'intimité ne sont plus satisfaisants, alors les participants les plus impatients vont quitter le groupe jusqu'à ce que le nombre de restaurs permette des moments d'intimité satisfaisants. La personne ayant chaque moment d'intimité satisfait par un type de rencontre correspondant à son attente, ou bien la personne ayant son temps libre occupé par une recherche basée sur des contacts au travers de l'annuaire des personnes dans le but d'aboutir sur une possibilité d'intimité, il n'y a plus d'usage corporel rétribué financièrement de personnes à des fins de satisfaction de besoins physiologiques. Ou de remerciement de tiers pour des services en sous-main. Ou de corruption pour de futurs services. Mais, même en l'absence d'argent dans la société, s'il n'y avait pas l'application des principes de la fraternité vraie, il pourrait y avoir rétribution, se raconte Hochberg, une prestation de ce type. Donc, c'est à la fois, avec l'absence d'argent, la satisfaction pour tous ceux qui cherchent une relation intime et l'application de la fraternité vraie que la personne peut se consacrer aux activités sociétales et aux activités artistiques qui lui conviennent, sans arrière-pensée sur tout ce qui pourrait détraquer l'harmonie de la société. La personne sexuée étant rassurée, elle aussi, qu'aucune personne ne soit corrompue par la sexualité pour détraquer cette harmonie. On a déjà cité la préoccupation des enfants qu'il faut avoir dans certains cas. Mais peu importe le type de relation intime qu'adoptent les individus qui ont décidé de la possibilité d'avoir des enfants, c'est uniquement par le respect de la fraternité vraie. C'est-à-dire en respectant la liberté des enfants de ne pas être confrontés à des problèmes d'adultes, de les laisser pleinement profiter de leur enfance pour s'occuper et découvrir le monde. Et dans ce but, les aider, leur donner l'information en notre possession, adaptée à leur âge. Il ne sert à rien de les gaver des informations essentielles à la réussite du diplôme qui, très tôt dans la vie, va leur ouvrir la voie de l'élite. Car, dans le monde futur, il n'y a plus d'élite. Ainsi, on va s'en occuper correctement et leur transmettre les principes de la fraternité vraie pour maintenir l'harmonie
de cette société fraternelle. Et bien sûr, le rôle prépondérant de la mère et du père, et à un degré moindre de la famille, est reconnu à ceux qui veulent bien l'assumer. Voilà, nous avons fait le tour des différentes formes de la vie intime de notre futur. Nous avons vu dans la première partie l'importance de la fraternité vraie, pour être en capacité de se passer de l'argent et de toute hiérarchie pour permettre une expression de tous, pour le plus grand bénéfice de la société, et non de quelques soi-disant privilégiés estampillés de diplômes ou de recommandations d'un entre-soi. Une société où l'expression artistique n'est plus le champ réservé de quelques artistes. Quelques artistes, car c'est bien connu, au-delà de 7, on ne sait plus mémoriser les noms. Et aussi parce que l'art, c'est comme l'argent. Il doit être rare pour avoir de la valeur. Aussi l'art ne se limitera plus aux quelques artistes reconnus par le réseau des critiques et des personnes impliquées dans le commerce en tout genre de l'art, au service de quelques richissimes qui utilisent l'art soit comme un support monétaire, continuant à prendre de la valeur à la place de lingots d'or, soit comme décoration exclusive, soit comme publicité de leur humble personne, par le désintérêt pour l'argent qu'ils y consacrent. Pour le peu d'argent qu'ils y consacrent. Dans cette seconde partie, nous avons vu la répercussion de la fraternité vraie sur toute relation intime, favorisant cette relation pour tous. Et en privant cette relation d'un caractère de rareté, on élimine ainsi toute source de manipulation malsaine des individus. Reste une dernière attention de la société à reconnaître tout ce qu'une personne a pensé de mieux et a proposé à la société. Parce que si on considère correctement le 5e principe de la fraternité vraie, avoir le souci d'autrui, c'est entre autres d'écouter ce que cette personne a à dire et savoir se taire pour lui laisser tout le temps nécessaire à exprimer ce qu'elle a à dire, puis seulement poser des questions ou bien faire des remarques sur la cohérence ou l'incomplétude de ce qu'elle exprime, et l'aider à s'exprimer si c'est un enfant qui n'a pas encore tous les mots pour le dire. Ainsi, le dialogue avec cette personne permet soit de se mettre d'accord, soit de lui faire admettre des problèmes dans ce qu'elle propose. Sachant qu'il vaut mieux discuter avant sa réalisation de l'intérêt d'une production pour éviter des efforts inutiles et des consommations d'énergie perdues. Par contre, s'il n'y a aucun problème important, la société n'empêchera jamais une personne de réaliser ce qui lui paraît primordial. Comme il n'y a plus d'argent, de hiérarchie, de classement des gens, il n'y a plus non plus d'appropriation frauduleuse de cette idée ou de cette production par une tierce personne. Et il n'y a pas de commémoration, de panthéonisation, de célébration de cette personne, le fruit de son action passe tout simplement dans le savoir commun et on n'en parle plus. Et cette attention de la société à cette personne se traduit en lui reconnaissant une autorité de compétence, simplement en la référençant avec sa proposition dans l'institution des PNT, ce qui la rend accessible à qui veut acquérir son savoir. Cette reconnaissance permet à l'individu de ne pas avoir sa vie en permanence gâchée par un sentiment négatif, mélange d'amélioration perdue et d'obstruction inconséquente. La différence avec la modalité actuelle pour un citoyen de développer un projet, c'est qu'on évite 2 risques. Le premier risque, pour le citoyen, c'est d'être confronté d'une part soit tout simplement au fait que les décideurs potentiels ignorent cette proposition parce qu'ils ont d'autres priorités ou par pure incapacité à en comprendre l'intérêt, soit au fait que l'un d'eux subtilise cette idée ou exproprie l'auteur du développement de cette idée par un achat des droits sur cette idée, sans rapport avec la valeur de l'idée. Le second risque, pour la société cette fois, c'est que le citoyen ait développé une idée purement cosmétique, dans l'air du temps, un pur gadget sans lendemain, mais uniquement pour avoir une production à proposer et en tirer les moyens de vivre tout simplement. Car dans la société future, au vu de ce qu'on vient de dire précédemment, il n'y a pas de risque de se faire subtiliser une idée et si cette idée présente un intérêt certain, tous les citoyens impliqués dans le champ de cette idée s'efforceront de collaborer, dans la mesure de leurs moyens, pour aider à faire aboutir cette idée, même si elle a des aspects insuffisamment développés, ni même envisagés. Et une idée purement cosmétique ne viendra à l'esprit de personne. Une toute dernière remarque. Comme le droit international existe toujours, ainsi que la balance import-export,
Toute découverte importante devra continuer à être traitée avec précaution sur le plan du copyright international quand il y a une répercussion sur le bilan import-export. Donc, si je résume, la fraternité vraie permet une vie harmonieuse, en particulier par les variétés de vie intime qui sont vécues sans soulever aucun conflit, aucune altercation. La société, n'ayant plus de sources de discorde alimentées en permanence par l'argent, le despotisme ou la critique des modes de vie des uns et des autres, la relation de voisinage prenant une toute autre forme, plus attentive, plus aidante, plus respectueuse, la société connaît une harmonie tranquille. Que demander de plus? Bon, reste quand même un os. Lors de notre première entrevue, vous m'avez parlé d'un regroupement de toutes les mères de petits-enfants, des femmes en attente d'un enfant et de femmes prêtes à aider ce regroupement, si on veut qu'advienne cette société au bout d'une quarantaine d'années. Pour le moment, je ne vois pas bien comment ça peut se réaliser rapidement. Eh bien, nous sommes en contact avec 2 équipes qui pourraient bien nous aider. La première, c'est un groupe d'informaticiennes qui pourrait régler la création du support technique de notre annuaire des mères. Elles ont un matériel au top pour gérer des millions de connexions et filtrer les attaques malveillantes en tout genre. Ah, ça aide le futur pour trouver les personnes adéquates et ne pas perdre son temps avec les bavards et les bras cassés. Et heureusement que nous avons cette possibilité parce que, à l'heure actuelle, tout est basé sur des services américains ou chinois, où c'est à l'individu de prendre la décision de se connecter, d'aller vers les autres sans rien savoir sur eux. Et pour ça, ces services déploient des trésors d'imagination pour aguicher le client, mais surtout pour le garder prisonnier de son système, sans connexion possible avec la concurrence. En conséquence, c'est très cloisonné et il faut répéter ce qu'on veut faire savoir partout où on est inscrit. Ce site va rajouter au cloisonnement, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Et pour le moment, nous avons du mal à nous faire entendre par cette équipe. Elles nous prennent pour de joyeux drills. Envoyez-moi leurs coordonnées. Je vais voir ce que je peux faire et envoyez-moi aussi ce que vous savez par le futur sur leur passé actuel pour me donner du biscuit et les convaincre sur votre statut. Merci, on vous enverra ça. Et par contre, nous avons un bon contact avec notre 2e équipe. Ce sont des hackeuses, et elles sont en train de récupérer tout un tas de fichiers officiels pour constituer notre annuaire des mères et envoyer des messages de contact et aussi repérer toutes les mères qui n'ont pas d'accès Internet ou SMS pour les contacter physiquement. Et c'est vous qui contacterez toutes ces femmes? Non, ce sont les femmes elles-mêmes qui se prendront en charge sur ce réseau. Nous ne ferons que leur donner des informations sur quoi faire, comment faire et pourquoi faire. J'espère que vous avez bien documenté toutes vos informations, parce que si votre démarche peut sembler naturelle et provoquer l'adhésion des femmes à l'esprit ouvert, il n'en va pas des mêmes pour les femmes aux antipodes. De quels antipodes parlez-vous? Eh bien, d'une part, les femmes marquées par une culture bourgeoise qui ne serait pas portée d'emblée à remettre en cause la hiérarchie sociale, même celles éduquées dans une religion dont certaines recommandations importantes vont dans le sens de vos idées. D'autre part, les femmes complètement déconnectées de toute possibilité de relations maternelles, agressivité, obsession, leur folie, leur égocentrisme exacerbé, etc. Oui, etc. Je suis d'accord avec vous, nous avons effectivement bien détaillé tous les risques que peuvent comporter les entretiens avec de telles femmes. C'est pourquoi dans ce cadre, nous leur exposons en détail les 8 principes de la fraternité vraie. Parce que même pour les femmes à l'esprit ouvert, il leur sera difficile de dialoguer avec les femmes des antipodes, voire de les aider si elles ne maîtrisent pas parfaitement le concept de la fraternité vraie. Par exemple, pour les femmes qui seraient naturellement conservatrices de l'ordre de la société actuelle, nous mettons en avant le 8e principe. Le principe de réalité, pour bien leur faire comprendre que si nous explicitons les problèmes inhérents à certains comportements, nous ne les interdisons en rien. Elles peuvent donc continuer à faire bénéficier leur progéniture de passe-droit d'avantages de tous ordres. Et si leur progéniture mettra fin à tous ces comportements, 40 ans après que les premiers enfants aient été éduqués ainsi, elles auront eu tout le loisir d'assister à l'évolution de ces enfants en dialoguant avec eux et en évoluant elles aussi, pour être rassurées sur la tournure que prennent les choses.
Parce que les certitudes passées de certaines pourraient être douloureuses à surpasser. Pour les autres femmes dont les enfants risquent de se retrouver éparpillés dans la hiérarchie sociale, peu leur importe, même pour le cas où leur enfant se retrouverait dans les couches basses de cette hiérarchie sociale, voire dans les marges de la légalité du fait de leur bannissement du monde légal par le fait des conséquences de l'absurdité des règles de l'argent et des hiérarchies pour les exclus car elles sont engagées dans un processus à long terme. Et elles savent que leur enfant ainsi éduqué garde discrètement le contact avec ceux de sa génération et avec ceux des générations suivantes pour participer à l'élaboration d'une société autre, dans cette période de 40 ans. Et faire aboutir le projet d'une société de la fraternité vraie. Le temps de cerner toute la problématique du fonctionnement d'une société et d'y avoir pris place dans son ossature. Tout en appliquant scrupuleusement le 8e principe, celui de la réalité, envers les générations antérieures, c'est-à-dire d'aborder des conversations au sujet de cette évolution sociale qu'après avoir cerné leurs convictions avec la plus grande suspicion d'avoir affaire à des adversaires acharnés à toute évolution du système actuel. Mais entre-temps, toutes ces générations seront partagées entre classes sociales antagonistes, voire comme vous l'avez envisagé, non seulement antagonistes, mais carrément belligérantes, partagées par exemple entre forces de l'ordre et criminels. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'au final, ils seront tous rassemblés. Donc, en attendant, ils agissent en conséquence. Ils dialoguent ensemble en permanence pour assurer la cohérence de leurs actions réciproques. Des crimes de sang, il n'y en aura plus, sauf avec des fous furieux, mais là on est dans un domaine qui ne concerne pas notre projet, car dans notre projet entre éducation convenable et relations de voisinage attentives, le problème des fous furieux devrait être cerné bien avant que ces derniers soient en mesure de passer à l'acte. Des crimes de sang, bon, je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques neutralisations mais limitées à 2 ou 3 financiers ou hiérarques particulièrement hostiles, haineux et dangereux pour tout ce qui remet en cause la société actuelle. Encore faudra-t-il qu'il soit possible de distinguer un crime de sang d'un banal accident de la vie. Aujourd'hui, il y a 3000 morts par accident de la route et 10 000 par accident domestique. Selon les circonstances, on va rarement chercher une cause criminelle dans ces accidents. Je vois que vous savez manier le quiproquo. Attention tout de même de ne pas rejouer 1793. Avec nos principes de la fraternité vraie, ça ne risque pas. Ne seraient concernés uniquement que les cas extrêmes d'individus charismatiques ou manipulateurs dont la haine serait capable de provoquer une zizanie irréconciliable dans le pays. Ce que nous venons d'énoncer là se comprend mieux, s'admet plus facilement si on prend soin tout au long de l'éducation de l'enfant et de façon adaptée à sa capacité de compréhension du moment, de le laisser découvrir ces entités dont on va le convaincre de leur luisance que sont l'argent, la propriété et la hiérarchie, tout en lui montrant l'incompatibilité de ces entités avec les 8 principes de la fraternité vraie, mais également, en fonction du 8e principe, l'obligation, dans la phase intérieure à l'avènement de la société fraternelle, d'assimiler ces entités, soit pour s'y plier, soit pour les exploiter, selon la position qu'il aura dans la société actuelle, mais en lui montrant bien que lorsqu'il tire un intérêt de ces entités, cet intérêt est purement individuel. Et s'il s'y attache, il verra en l'autre une menace, alors adieu la fraternité. Mais en même temps, grâce aux 8 principes, l'éduquer à intégrer un monde parallèle où tous ceux qui auront été éduqués ainsi constitueront entre eux, petit à petit, un soutien discret, défavorisé, envers les défavorisés, tels que les incontrants, la société actuelle, et tous ensemble, une force de réflexion pour continuer la préparation de la société fraternelle avec, dès que l'occasion s'en présentera, la mise en œuvre d'actions conformes à la société fraternelle, habilement camouflées sous une garniture faite des principes de la société actuelle, ce qui nécessitera dans cette éducation l'obligation également, ça va sans dire, d'un enseignement à l'acquisition d'un état d'esprit fort, indépendamment de la force physique. Et acquérir un état d'esprit fort, c'est payer de retour tout l'amour reçu dans cette enfance.
Autre exemple avec les femmes de ce que vous appelez aux antipodes, là il ne s'agit pas, avec elles, de s'affronter à un mur. Aussi, il faut d'abord s'assurer qu'elles aient un cadre de vie correct, sinon d'abord leur venir en aide pour leur en trouver un, et en plus, pour certaines, il faudra les éloigner de leur entourage dans la plus grande discrétion. Une fois rétablies dans un cadre adéquat, il faudra essayer d'établir des liens d'amitié avec elles et petit à petit, les convaincre de laisser d'autres femmes participer à l'éducation de leurs enfants et pour les plus réceptives, les intégrer dans des petits groupes de femmes qui tenteraient de les faire évoluer. Sinon pour les cas désespérés, c'est-à-dire pour les cas où le rôle maternel n'a aucun sens, s'orienter vers la prise en charge de leur enfant en sous-main. Un des avantages de notre époque avec le numérique, c'est que toutes ces femmes auront connaissance de la situation. Par exemple, aujourd'hui, comment savoir à quels problèmes sont confrontées des femmes et combien y sont confrontées? La simple résolution impossible de cette question malgré nos outils numériques actuels nous détourne de cette proposition de rassembler toutes les femmes. Mais en utilisant efficacement l'outil numérique, on serait en mesure de répondre à cette question. Et sur 3 millions de femmes prêtes à s'engager dans la démarche, s'il s'avère que 500 000 ont des problèmes plus ou moins importants, soit financiers, soit de logement, soit de harcèlement, etc. et qu'après une première période consacrée à trouver des solutions pour ces femmes il s'avère qu'il ne reste plus que quelques centaines de femmes pour lesquelles persiste un problème sérieux, eh bien le chemin parcouru renforcera toutes les femmes pour trouver une solution pour celles qui sont encore restées sur le carreau. La connaissance concrète de la situation est un formidable levier en faveur de l'action collective. Et cet exemple est un premier pas en direction de la démocratie participative. J'espère vous avoir rassuré. Effectivement, restent juste 2 petits points. L'un, c'est qu'il sera difficile de mettre en action toutes ces femmes d'un coup. On parle là d'un potentiel de 3 millions de femmes. Vous avez raison, c'est pourquoi dans nos informations, accessibles à toutes les femmes, figurent après la définition de la fraternité vraie, les recommandations pour la création d'un réseau d'animatrices. Animatrices qui ne devront pas commencer par s'arroger quelque pouvoir que ce soit, mais au contraire ne pas oublier de s'appliquer à elles-mêmes les principes de liberté et d'égalité pour respecter toutes les expressions et les opinions de strictement toutes les femmes, quitte à exprimer, aussi, les risques ou les inconvénients d'une opinion. Et c'est le dynamisme de ce réseau à développer la communication entre toutes les mères, à trouver des aides pour les plus démunis, à faire vivre la notion de fraternité vraie, enfin de constater l'épanouissement de leur enfant, que le concret de ces actions renforcera la conviction de toutes les mères qu'elles sont sur la bonne voie pour rendre possible une société autre, à terme. Mais quel est votre second petit point qui vous inquiète? En fait, ce second point ne m'inquiète pas. C'est juste que je trouve que vous ne le mettez pas assez en valeur. Qu'est-ce qu'on ne met pas assez en valeur? C'est que l'air de rien, disparaissent toutes les institutions actuelles, et avec elles, lois, règlements, titres, diplômes, déclarations fiscales, demandes administratives, ce qui pourrait inquiéter à la fois les personnes actuellement impliquées dans ces éléments, et les personnes qui ne comprennent pas encore comment cette nouvelle société peut fonctionner. C'est vrai, et ce que nous proposons n'aurait pas pu l'être même au XXe siècle. Mais, c'est grâce au numérique développé à notre époque que ces propositions peuvent être faites. Car aujourd'hui, le numérique permet de suivre le rythme de consommation de l'énergie à un niveau très fin et ainsi rassurer chacun sur le fait que la fraternité vraie n'a pas été instaurée sans qu'il puisse constater à chaque instant qu'elle permet à ce nouveau système de fonctionner correctement. Car si les besoins de chacun sont satisfaits et que les ressources énergétiques ne sont pas surexploitées, alors l'équilibre de fonctionnement a été trouvé et pourra perdurer. Et on pourra même se passer de cet usage intensif du numérique une fois chacun rassuré. J'ai malgré tout un doute, une sensation qui m'encombre l'esprit. Lors de nos premières entrevues, vous m'avez bien précisé que d'autres femmes, que celles qui venaient d'avoir un enfant, étaient accueillies dans ce réseau, ainsi que les hommes en accord avec la fraternité vraie, et d'une façon générale les voisins de ces futures mères ou des mères avec un enfant. Mais ceci et celles-ci donnent l'impression d'être tout juste bons à apporter de l'aide, ne sont pas vraiment pris en compte. Détrompez-vous. Cette impression tient plus au fait qu'en quelques entrevues on ne peut pas aborder tous les aspects de ce monde futur.
Si les femmes sont mises en avant, c'est qu'elles sont en première ligne et elles en sont le principal élément moteur pour l'éducation des enfants. Mais tout ce qu'on a détaillé sur elles s'applique aussi aux conjoints et aux voisins. On peut par exemple avoir un père qui prend en charge la majeure partie de l'éducation, avec amour aux 8 principes de la fraternité vraie, si la mère, pour une raison professionnelle, médicale ou psychologique, ne peut en assurer pleinement la charge. On peut, autre exemple, avoir des voisins convaincus de la fraternité vraie, ce dont on s'est assuré, qui viennent pallier, pour un temps, l'indisponibilité des parents, ou simplement apporter un éclairage culturel différent, en référence au principe de réalité, et cela en dehors de l'activité d'une nourrice ou d'un jardin enfant. En plus, si vous avez toujours présent à l'esprit la suppression de ce qu'oblige à gérer voire à masquer subtilement l'usage de l'argent d'une part et d'autre part l'obligation de structures hiérarchiques, alors ça supprime un monceau d'heures d'activités devenues inutiles, pratiquement la moitié de ce qui se fait actuellement, et ainsi ça facilite d'avoir du temps consacré aux enfants pour en faire de bons citoyens et à la qualité de la vie sociale. Vous voilà rassuré? Oui, j'avais cette possibilité en tête. Mais ça va mieux en le disant et sans laisser l'ambiguïté de laisser à chacun de toujours adapter concrètement sa conduite à l'adoption orale de directives. Et en annonçant clairement le concret de cette conduite, on évite les divergences dues aux incompréhensions de ces directives ou aux arrangements de chacun avec cette conduite. Pour envisager la société de la fraternité vraie, un premier objectif à atteindre sera l'éducation avec amour de tous les enfants et surtout en accord permanent aux 8 principes de la fraternité vraie. Sans cette première directive, impossible de mettre en œuvre la suite du projet de fraternité vraie. Cependant, il ne faut pas se contenter d'enseigner les 8 principes, car ils sont d'une énonciation généraliste et ont de multiples cas de figure d'application. Aussi il faut s'assurer en permanence, c'est-à-dire, quand l'enfant est sous nos yeux ou qu'on constate le résultat de son action, qu'il a compris les différentes modalités d'application de ces principes et surtout qu'il les applique. C'est-à-dire que tout comportement contraire à l'un de ces principes doit lui être signalé, compris s'il n'avait pas été réalisé consciemment, puis corrigé par l'annulation de l'effet du comportement défectueux, excuse, rendre l'objet d'un litige, adopter une démarche en accord avec le principe enfreint, etc. et dans tous les cas, faire le rappel du pourquoi de l'implication de ce principe dans ce cas particulier. Si ce complément à l'enseignement n'est pas appliqué, alors cet enseignement aura de très fortes chances de n'avoir servi à rien. Car l'enfant s'arrangera avec de petits accommodements. Ou pire, il ne se rendra même pas compte qu'il agit en contradiction avec cet enseignement. Ainsi, il en éliminera toute la qualité, et il retombera dans les travers du monde de l'argent, du pouvoir individuel, de la propriété privée et de la hiérarchie. Tout ce dont la fraternité vraie voulait l'en détacher. Il est évident que si l'enfant est sous nos yeux qu'une heure ou deux émiettée dans la journée, ça ne risquera pas d'être très profitable. D'où la nécessité pour la mère, le père ou des voisins fraternels de disposer de temps pour éduquer correctement cet enfant. Admettre que cette directive s'applique sans discontinuer pendant 40 ans fait aussi partie du paquet cadeau, car ce n'est que lorsque 20 générations auront occupé au fil du temps une place suffisamment conséquente dans la société et prête à être assistée par les 20 générations suivantes, qu'une révolution instantanée, sans lutte, pourra avoir lieu. Car parmi les 30 générations plus âgées, nombreux seront ceux et celles qui seront soulagés par ces nouvelles perspectives et espérons-le un grand nombre d'autres auront été convaincus petit à petit de la qualité de cette nouvelle société. Et donc il ne restera qu'un nombre insuffisamment puissant, proche pour un certain nombre de leur fin de vie, pour envisager une quelconque contre-révolution, à part, sans doute, quelques fous acharnés, plus concernés par la psychiatrie que par la poursuite d'un grandiose destin historique qui ne serait en fait que l'alimentation d'esprit imbu de leur ego. Pour celles et ceux qui mettront en œuvre partiellement cette directive, c'est-à-dire sans attendre la totalité des autres mères concernées, seul le 8e principe, le principe de réalité, justifiera à leurs yeux cette action, sans l'espoir de contempler la société de fraternité vraie, mais avec la certitude d'avoir éduqué leur enfant au mieux, dans la fraternité vraie, et d'avoir participé à la progression vers l'avènement de cette société.
Mais ce premier objectif ne sera pas suffisant pour atteindre la société de la fraternité vraie. Et un second objectif devra être atteint. C'est la réflexion à mener par tous ceux qui seront partants pour cette nouvelle société, au fur et à mesure de leur adhésion à cette idée. D'abord, réfléchir aux propositions faites pour cette nouvelle société, et encore réfléchir pour les améliorer, et encore réfléchir pour en ajouter d'autres, éventuellement agir pour mettre en œuvre celles qui pourront l'être dans la société actuelle. Et cette réflexion est à mener avant même la mise en œuvre concrète du premier objectif. Puis, pendant les 40 ans d'éducation des générations du premier objectif, afin de ne pas arriver les mains dans les poches et la tête vide ou emplie de beaux discours et d'illusions au moment critique du basculement dans la société de la fraternité vraie. C'est pourquoi il y a 4 phases pour aller vers la société fraternelle. La première phase, c'est la phase de présentation de la fraternité vraie. Elle a débuté, elle est sous vos yeux. Reste à la faire connaître et à recueillir les réactions. Ça durera peut-être 6 mois, 1 an, 1000 ans. La seconde phase est tributaire d'un maximum d'adhésion à la première phase. Elle consiste en un développement d'actions concrètes pour contacter, aider, favoriser le dialogue et les rencontres entre elles des mères. Sans oublier les cas extrêmes des mères, confrontées aux difficultés physiques, psychologiques, matérielles et financières. Sans oublier non plus de commencer par respecter les 8 principes de la fraternité vraie pour la concertation sur le développement de ces actions. La troisième phase pourra débuter quand toutes les actions concrètes envisagées dans la seconde phase auront été réalisées. Ce qui n'empêchera pas les mères volontaires de se lancer dans cette démarche en mettant l'accent sur le 8e principe de la fraternité vraie, car leur enfant sera confronté à d'autres enfants qui n'auront pas été éduqués selon les principes de la fraternité vraie. Enfin, la 4e phase sera la duplication, durant 40 ans de la 3e phase. Si une interruption intervient malheureusement pendant 1 ou plusieurs années, alors la période de 40 ans est à recommencer, car on ne pourra mener cette évolution vers une société fraternelle qu'avec un minimum de 40 générations successives, éduquées selon ces principes. Voilà vite résumé la structuration de notre révolution. Eh bien c'est parfait tout ça. Alors au travail, formalisons tout ça, et vogue la galère. Et vous continuez de vous activer sur d'autres voies aussi, et bon courage. Merci monsieur le journaliste, et nous serions heureux de vous revoir. Quand vous voudrez, ce sera avec plaisir pour moi aussi. Ce 3e film se termine. Vous avez pu recevoir cette redéfinition de la fraternité au travers de 3 films, chacun représentant une approche différente et complémentaire de cette définition en la renforçant. Fraternité qu'on appelle ici fraternité vraie, dont la pratique est basée sur une éducation avec amour de l'enfant aux 8 principes de cette fraternité. Éducation portée avant tout par des mères, toutes solidaires, mais aussi par les pères et le voisinage, et vous êtes cordialement invités à colporter ce message. Mais n'oubliez pas de suivre le 8e principe, le principe de réalité. Soyez toujours consciente de à qui vous avez affaire, car comme on ne force pas un âne qui n'a pas soif à boire, ne perdez pas votre temps avec qui est rempli de certitudes contraires. Éventuellement, préparez-la à être plus sensible à une autre façon de voir les choses. En son temps, Anatole France a soudain eu la révélation, mais malheureusement il lui a fallu le constat d'une guerre, qu'on a cru se battre pour la patrie, alors qu'on s'est battu pour des industriels. Mais il n'avait pas eu le temps de se rendre compte que le problème n'était pas les industriels, mais le système où on avait délégué le pouvoir à l'argent, laissant croire à chacun que la neutralité de l'argent était le meilleur garant de sa liberté d'agir. Marx non plus n'avait pas eu le temps de s'en apercevoir, convaincu qu'il était qu'une dictature des pauvres changerait la société. Mais une dictature sur qui ? Une dictature des représentants du peuple
sur les hiérarchies présentes dans la société, on a déjà constaté au siècle dernier l'efficacité d'un tel système et son effondrement. Alors une dictature sur les places de marché pour se partager le PIB? Et pourquoi faire de ces 75 000 euros? Mettre de l'argent dans des placements de bons rapports? Faire travailler à vil prix des pays offerts à la prédation par leur incapacité à s'autogérer, incapacité entretenue par des dirigeants corrompus ou par des castes qui s'entre-déchirent, ou bien encore prélever à bon compte les ressources naturelles de ces pays, tout ça pour s'assurer un train de vie de bons bourgeois au final, avec des luttes permanentes sur les réseaux sociaux, pour constituer des groupes d'investissement de plus en plus grands, qu'on appellerait des partis politiques. Alors, se passer de l'argent? Non. 8e principe de la fraternité vraie. On est bien obligé de faire avec dans les conditions actuelles, sans pour autant se laisser berner par la fraternité en carton de la République ou d'associations aussi naïves que séduisantes dans leur quête de mise en valeur de leur image. Alors il ne reste plus qu'à agir pour une fraternité vraie. Car cette nouvelle société envisagée ici, qui n'était pas possible jusqu'à présent, et cette impossibilité justifiait le rôle prédominant de l'argent, maintenant cette société devient possible avec le numérique, s'il est utilisé efficacement dans ce sens, bien sûr, c'est-à-dire pour une transparence totale des choix politiques et une participation de tous à la préservation de cette société. Vous venez d'avoir des pistes, des enfants éduqués correctement, ayant tous leur place dans cette société harmonieuse, sans argent, sans hiérarchie, et y être des citoyens lucides, courageux, curieux, créatifs, mais pas que vos enfants, tous les enfants. Et effectivement, c'est le point critique de la proposition, car toutes les mères, si possible accompagnées des pères et de leur voisinage, doivent être convaincues, réunies, aptes à appliquer cette condition initiale, fondamentale, et dans des conditions physiques, psychologiques et financières adéquates, ce qui risque de ne pas se faire du jour au lendemain, car on part de loin. Avant de nous quitter, je vous propose une expérience de pensée, si vous avez moins d'une quarantaine d'années. Imaginons que cette évolution se mette en place en quelques années. Quel sera votre futur? Si vous avez une trentaine d'années ou plus, ne vous inquiétez pas. Dans une quarantaine d'années, vous commencerez sérieusement à sucrer les fraises et à vous perdre les chèvres. Cette nouvelle société ne vous concernera pas. Si vous avez une vingtaine d'années, voire une dizaine d'années, vous assisterez à ce bouleversement de la société qui peut-être vous privera d'une possibilité de la société actuelle d'être un richissime citoyen, manipulateur des forces de pouvoir dans votre pleine force de l'âge, malheureusement pour vous. Enfin, ne vous faites pas d'illusions. N'ayez pas de regrets, car il n'y a que quelques dizaines d'individus dans ce cas de figure. La hiérarchie sociale actuelle est très pointue vers le haut. Et puis, si ça se produit, d'ici là, tous les jeunes citoyens vous auront peut-être persuadé, entre-temps, de bénéficier de la qualité de vie qu'offrira cette nouvelle société, et à laquelle vous aurez vous aussi peut-être apporté des améliorations. Alors, quel que soit votre âge, que cette évolution se fasse rapidement ou pas, c'est-à-dire que vous ayez une chance ou pas de voir cette évolution de la société, n'hésitez pas. Commencez par y réfléchir, tissez des liens autour de la fraternité vraie, et à votre tour, dans vos domaines, enrichissez ces pistes, et d'autres bien sûr. Dernière question, les enfants.
Pourquoi vous êtes-vous adressé à moi? Eh bien, après votre mort, on a retrouvé votre classeur P comme proposition. Oh, je l'avais oublié celui-là. Classeur, vous avez indiqué des directives qui ont permis de créer les 8 principes de la fraternité vraie. Et vous aviez sous-entendu le soin à prendre pour de nombreuses générations d'enfants avant d'espérer faire advenir la société de cette fraternité vraie. Puis, comme nous ne pouvions plus vous joindre, via l'intrication temporelle, c'est nous qui vous avons contacté lors de notre première interview, parce qu'il se trouve qu'en ce moment, nous sommes ceux qui sont les plus proches de vous. Lors de notre première interview, ceux qui avaient transcrit les 8 principes avaient oublié de nous dire comment c'était arrivé. Maintenant, nous pouvons répondre à votre question. Nous savons que vous avez été choisi parce que vous êtes à l'origine de cette évolution. Origine, c'est vite dit. Je dois une fière chandelle à un tas de précurseurs qui n'avaient pas la chance de vivre dans une société suffisamment évoluée, ni surtout d'avoir accès à la technologie numérique pour atteindre un niveau de concrétisation efficace de leurs idées. Jit, vous nous avez invités pour un repas d'anniversaire de notre première rencontre. Et bien sûr, descendons au rez-de-chaussée où un repas nous attend. Vous me raconterez l'évolution de cette affaire de votre côté.